Le 12 décembre 2021, Max Verstappen est devenu le 34e champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Si 772 pilotes ont pris part à au moins un départ, 738 d'entre eux n'ont jamais remporté le Graal. Oui, j'ai fait le calcul pour toi. Alors que certains d'entre eux auraient mérité au moins un titre. Si beaucoup sont tombés dans l'oubli, l'un d'entre eux a traversé le temps et est considéré comme l'un des plus grands pilotes jamais titrés en Formule 1. Hello boys and girls, and the other, aujourd'hui je vous propose de parler de celui que l'on appelle le champion sans couronne, Sir Stirling Moss. Sir Stirling Crawford Moss, anobli en 1990, est né le 17 septembre 1929 à Londres. Sa famille possède un niveau de vie plutôt aisé et surtout très tourné vers le sport automobile. Son père participe à différentes courses automobiles en tant qu'amateur. Il a notamment participé à la première édition des 500 miles d'Indianapolis en 1924. Sa mère, quant à elle, fait des épreuves de maniabilité qui consistent à déplacer une motocyclette sans l'aide du moteur. Le petit Stirling semble avoir un avenir tout tracé, tant le sport automobile est présent dans sa vie. Pourtant, ses parents sont plutôt réticents à le voir participer à des courses. En effet, les conditions sont beaucoup plus dangereuses qu'actuellement et ils ne veulent pas qu'il prenne de risques. Son histoire commencera à s'écrire en 1948 quand, après avoir tanné son père des années, il parvient à le convaincre de l'aider pour sa première compétition. Une compétition qu'il remporte. Le mec est déjà un crack. La machine est lancée, l'association avec son père est quant à elle créée et va faire des étincelles. Ils achètent une Cooper tous les deux qu'ils font rouler aux mains de Stirling en F2 et en F3. D'ailleurs, Sir Stirling Moss va remporter l'épreuve d'ouverture de la saison 1949 de F3 chez lui en Grande-Bretagne. Déjà, il commence à se faire un peu de pub et si la saison est bonne, malheureusement, il a pas la meilleure machine, donc il décide l'année suivante de partir dans des structures beaucoup plus grandes et avec de meilleurs outils de travail. Et ça va lui permettre de gravir les échelons un à un avant d'atteindre la Formule 1 en 1951. Il va commencer par se faire la main lors d'épreuves hors championnat du monde avant d'officiellement participer à sa première course comptant pour le championnat du monde de Formule 1 en Suisse. Il y réalise un week-end plutôt correct, se qualifiant et finissant la course devant son coéquipier à une belle 8e place. A noter que sa voiture était quand même plutôt mauvaise. Il s'est battu pour essayer de suivre le plus longtemps possible les vrais F1 et cette performance va taper dans l'œil d'un monsieur qui représente à lui seul le sport automobile et surtout la Formule 1, le grand Enzo Ferrari. Grâce à un podium réalisé à Bari, Il Commendatore propose à Sir Stirling Moss un volant chez Ferrari pour la saison 52. Et en général, on ne refuse pas un volant lorsque l'italien vous sollicite. C'est une opportunité en or que Moss loupera, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que Moss s'est rendu au quartier général de Ferrari à Modène. Il a fait un voyage très éprouvant et en allant tester la Ferrari pour l'année suivante, en 1952, il a appris tout simplement que Enzo Ferrari l'avait remplacé par un pilote italien et qu'aucune place n'était disponible du coup dans l'écurie italienne. Moss l'a vécu comme une trahison, ce qui est logique, et s'imposera toute sa carrière de ne jamais rouler pour l'écurie au cheval cabré. L'anglais roulera donc en 1952 avec une écurie anglaise, ERA, et ensuite pour le dernier Grand Prix de la saison avec Connaught, une autre écurie anglaise. Sir Stirling Moss était un grand patriote. Mais voilà, les résultats en 1952 ne sont vraiment pas bons. Les voitures anglaises, en général dans leur globalité, n'arrivent pas à rivaliser avec les ogres italiens, comme Maserati, Alfa Romeo ou Ferrari, et donc l'anglais est obligé de se rendre à l'évidence, il faut qu'il signe dans une autre écurie pour 1953. Et il va rester dans une écurie anglaise, il va signer pour Cooper Alta, avec des résultats tout aussi décevants. Il participe à seulement 3 épreuves, comptant pour le championnat du monde, avec comme meilleur résultat une 6e place. A noter qu'à l'époque, seuls les 5 premiers pilotes marquaient des points. Dommage, il faudra encore attendre un peu avant que Moss marque son premier point. Les voitures anglaises ne sont pas encore à leur paroxysme. Moss le sait, et il sait également que s'il veut faire carrière dans le sport automobile, il lui faut des résultats. C'est pourquoi, pour la saison 1954, il achète tout simplement une Maserati qui, à l'époque, fait partie des meilleures écuries
de la grille et ça va lui permettre de performer et surtout de se faire remarquer. Il va faire d'excellents résultats à tel point qu'il parviendra parfois à faire jeu égal avec les Maserati officiels. Il signe d'ailleurs son premier podium à Spa en 1954 et fait forte impression tout au long de la saison malgré la faible fiabilité de sa voiture. Puis une malheureuse ouverture s'offre à lui dans l'écurie italienne à la suite du décès d'un de leurs pilotes lors d'un Grand Prix. Moss est propulsé dans l'écurie officielle et fera de suite une excellente course à Monza, dernière épreuve du championnat, puisqu'il tiendra tête à la Mercedes de Juan Manuel Fangio avant de malheureusement abandonner sur souci mécanique. C'est un point assez récurrent dans la carrière de Moss. Pas de première victoire, mais il est incontestablement la révélation de cette année 1954 et Mercedes ne va pas manquer l'opportunité de le signer à côté du maître de l'époque, Juan Manuel Fangio. Moss se retrouve donc au volant de la meilleure voiture du plateau la saison suivante. À part le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis où très peu d'écuries se rendaient, toutes les courses seront remportées par les pilotes Mercedes, surtout par Juan Manuel Fangio, mais il y a une course où Moss va enfin se distinguer de son coéquipier. C'est le Grand Prix d'Angleterre à Aintree, encore un petit signe du destin pour nous rappeler le patriotisme du pilote anglais. Nous sommes lors de l'avant-dernière épreuve de cette saison à Aintree, en Angleterre. Moss signe tout d'abord la pole position devant son public et devant son coéquipier. La course sera une longue lutte entre Fangio et Stirling Moss qui tournera à l'avantage du pilote anglais pour le plus grand bonheur des supporters venus l'encourager. Mais Sir Stirling Moss n'a pas vraiment la sensation d'avoir réellement gagné. Il dira à la presse, Fangio aurait facilement pu obtenir un autre résultat, mais en grand sportif qu'il est, il a décidé de me donner une chance de remporter ce Grand Prix. De son côté, Fangio niera toujours en affirmant seulement que Moss a juste été le plus fort ce jour-là, ce qui ne convaincra jamais le pilote anglais. Pour lui, l'Argentin lui avait juste laissé gagner sa première victoire devant son public, sachant que Fangio était sûr d'être champion du monde en finissant deuxième. Deux hommes de très grande classe. Moss finira vice-champion cette saison pour la première fois de sa carrière. Durant cette saison 1955, Moss, le touche-à-tout, va réaliser l'un des plus grands exploits de sa carrière. Il va gagner l'édition des Mille Maglia en mettant plus de 32 minutes à Fangio et en établissant un nouveau record qui ne sera jamais battu. Malheureusement, le terrible accident au Mans lors de l'édition 1955 va provoquer l'interdiction provisoire des courses automobiles dans certains pays et surtout va pousser Mercedes à quitter le monde du sport automobile pendant plusieurs décennies. Vous trouverez plusieurs liens en description, dont un lien vous expliquant un peu ce qui s'est passé lors de l'édition du Mans 1955 pour ceux qui ne le connaissent pas. Si cette vidéo vous plaît et que vous ne voulez pas louper les prochaines, je vous invite à vous abonner, tout simplement. Bref, l'Anglais retourne donc en Italie pour la saison 1956. Il fait à peu près le même trajet que Juan Manuel Fangio, sauf que Fangio va lui chez le pire ennemi de Stirling Moss, Enzo Ferrari. Je dis pire ennemi, mais en vrai les deux avaient un immense respect l'un pour l'autre. Moss va donc tout tenter pour faire gagner Maserati, mais sa saison débute déjà mal, avec un abandon lors du premier Grand Prix. Alors qu'il était en tête devant Fangio, sa carrière c'est beaucoup de redondance. Mais il inverse la tendance à Monaco, réalisant une course solide en prenant la tête du Grand Prix dès le début et en ne la lâchant plus, profitant également d'une course brouillonne de son rival argentin. C'est assez rare pour le souligner. L'Argentin finira tout de même deuxième, parce que bon, c'est quand même le roi de la catégorie. Il va enchaîner avec un podium en Belgique en remplaçant l'un de ses coéquipiers parce que la voiture de Stirling Moss a eu un problème et qu'à l'époque, vous aviez le droit de partager votre voiture avec l'un de vos coéquipiers si vous parcouriez un tiers du Grand Prix et à la fin de la course, vous aviez les points qui étaient partagés. Pour la première fois de sa carrière, il est en tête du championnat du monde, à égalité avec Peter Collins. À nouveau, une casse mécanique l'oblige à partager les points avec l'un de ses coéquipiers au Grand Prix de France, et alors qu'il signe la pole position en Grande-Bretagne, chez lui, il est cette fois contraint d'abandonner, ne marquant aucun point. Il retrouve le podium en Allemagne, mais ne peut plus mathématiquement être titré, étant à 11 points de Fangio. Il remporte sa 3e victoire en carrière lors de la dernière épreuve de la saison, et arrache un nouveau titre de vice-champion du monde à 3 points de son rival argentin, pour la 2e fois de sa carrière. Il commence la saison 1957 chez Maserati en signant la pole position. Malheureusement, il ne terminera pas mieux que 8e à la suite de plusieurs erreurs. Et c'est alors que son côté patriote revient à la charge. En fait, les écuries anglaises commencent à monter en puissance. Et il signe pour Van Hall dès le Grand Prix suivant à Monaco. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il abandonne à Monaco, il n'est non participant au Grand Prix de France, 2 courses où Fangio fait le plein de points, gagnant
à chaque fois. L'Anglais se ressaisit à domicile, hissant sa Van Wall au sommet de la feuille des temps et surtout remportant sa première victoire de la saison chez lui, un pilote anglais sur une voiture anglaise qui remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne, un bonheur pour les supporters. Si Fangio est titré au Grand Prix d'Allemagne, montant pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium et réalisant l'une de ses plus belles performances, Moss, quant à lui, remporte les 2 dernières épreuves de la saison et arrache la place de vice-champion du monde pour la 3e fois consécutivement de sa carrière, et les 3 fois, c'est derrière Fangio. Cependant, à l'âge de 46 ans, le maestro argentin se dit qu'il est temps d'arrêter. Voilà, il commence à se faire vieux, il a vu beaucoup de ses amis décéder en piste, il est temps de raccrocher le casque. La voie semble donc royale pour Sir Stirling Moss dans sa quête à un premier titre. La saison 1958 doit être une année de consécration. Mais vous vous en doutez, si il s'appelle le champion sans couronne, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Pour commencer, son écurie, Van Wall, ne se rend pas en Argentine pour cause politique. Mais ça ne l'empêchera pas de remporter quand même cette course d'ouverture au volant d'une Cooper Climax. C'est une bonne nouvelle, déjà, sa saison débute bien. Van Wall revient pour l'épreuve suivante, à Monaco, et malheureusement Moss est contraint d'abandonner le Grand Prix. Mais il remporte quand même sa 2e victoire de la saison aux Pays-Bas. Après 3 courses, il mène le championnat avec 5 points d'avance sur le 2e et semble tout simplement inarrêtable. Il ne participe pas aux 500 miles d'Indianapolis, logique, mais ne marque également aucun point au Grand Prix de Belgique. Il retrouve le podium au Grand Prix de France derrière Mike Hawthorn. Son compatriote sera son rival pour cette saison 1958. Les 2 pilotes sont à égalité de points alors qu'il reste encore 5 épreuves à disputer et la fiabilité va commencer à fuir Moss. Malgré sa victoire au Portugal, il est à 8 points d'Hawthorn avant la dernière course du championnat et il faudrait juste un exploit pour qu'il soit champion du monde. Il lui faut impérativement gagner au Maroc et espérer qu'Hawthorn ne marque aucun point. Moss fait le travail de son côté, malheureusement il ne revient qu'à 1 point d'Hawthorn. Il est à nouveau vice-champion du monde pour la 4e fois. Ce titre de 1958 n'est pas perdu seulement à cause de sa fiabilité. Il a également perdu le titre par son fair play. Alors ce n'est pas négatif, Moss était un pilote extrêmement fair-play. Et il l'a prouvé au Grand Prix du Portugal. Mike Hawthorn perd le contrôle de son véhicule, part en tête à queue et revient sur la piste en roulant à contresens pendant quelques mètres. Cette manœuvre permet à l'Anglais de repartir et de finir 2e du Grand Prix juste derrière Stirling Moss. Les autorités n'ont pas vraiment apprécié que l'Anglais roule à contresens et décide de le disqualifier. Cependant, c'était sans compter sur l'intervention de Moss qui, auprès des autorités, va plaider la cause de son compatriote. Hawthorn récupère sa 2e place et ça va lui permettre en fin de saison d'être champion du monde. Sir Stirling Moss a très certainement laissé passer sa chance. En 1959, il roule pour Cooper Climax et prendra 2 victoires en fin de saison, finissant 3e du championnat, en ayant tout de même abandonné 50% des Grands Prix. Il fait quand même une saison assez incroyable quand sa voiture voit la ligne d'arrivée. Cependant, il n'y a pas que la F1 dans la vie de Moss. Effectivement, il remporte les 1000 km du Nürburgring sur l'ancien tracé, circuit extrêmement dangereux, et il gagne avec une voiture cassée. À nouveau, si vous voulez l'histoire, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une histoire assez incroyable et qui montre le talent de Sir Stirling Moss et surtout sa détermination. La saison 1960 n'est guère mieux, il roule sur une Lotus, ce qui lui permet de s'imposer à nouveau à Monaco et aux États-Unis, et il finit à nouveau 3e du championnat, beaucoup plus loin cette fois. Pour 61, il continue de rouler avec la Lotus 18, qui est malheureusement techniquement dépassée, mais il va réaliser en Grand Prix d'ouverture à Monaco l'une de ses plus belles performances en carrière. Déjà, pour commencer, il signe la pole position, alors que personne n'attendait sa voiture aussi haut. Et ensuite, pendant la course, il va résister pendant 100 tours, la durée à l'époque du Grand Prix, au Ferrari de Richie Ginter, Wolfgang von Trips et Phil Hill, malgré le déficit de puissance de sa voiture. L'Anglais signe là l'une de ses plus belles performances. Il accroche un 16e et dernier succès en Allemagne sur le Grand Prix du Nürburgring et termine une nouvelle fois la saison à la 3e place. Derrière tout de même 2 Ferrari. Enzo Ferrari décide alors de lui faire une fleur et de lui confier une Ferrari pour la saison suivante, bien que Moss garde son indépendance. C'est une chose très rare qui montre tout le respect qu'avait Ferrari pour le pilote anglais. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette opportunité. L'Anglais a donc à nouveau une voiture pour gagner, mais à 32 ans, il est victime d'un terrible crash lors d'une course, le Glover Trophy. Il fonce dans un talus à haute vitesse et est sévèrement
blessé. Conscient qu'il aurait pu y perdre la vie et qu'il a été extrêmement chanceux, contrairement à beaucoup de ses amis pilotes, il décide tout simplement de mettre un terme à sa carrière automobile. Il court alors pour quelques courses de gala jusqu'en 2011, date à laquelle il prend réellement sa retraite du sport automobile. En 2014, à la suite de la mort de Jack Brabham, il devient le doyen des pilotes vainqueurs de Grand Prix en championnat du monde. Malheureusement, le temps passant, il est victime de plusieurs problèmes de santé et le 12 avril 2020, Sir Stirling Moss s'éteint à l'âge de 90 ans. La F1 vient de perdre l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire, sûrement le plus fair-play, et surtout sa légende, qui n'a jamais réussi à décrocher le Graal. 66 Grands Prix, 16 victoires, quadruple vice-champion du monde et 3 fois 3e, Sir Stirling Moss, le champion, sans couronne. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez également à vous abonner comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Si ce genre d'histoire vous plaît, ben voilà, je vais en faire quelques-unes dans la saison. Vous pouvez également noter un petit commentaire. J'ai changé un petit peu de façon de faire, au moins pour les personnages historiques. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, on est sur une ambiance un peu plus chill, on va dire, pour parler des personnages historiques avec un petit micro. Peut-être que je conserverai ce format pour les personnages historiques, peut-être pas pour les plus grandes courses de champion du monde, où là, à ce moment-là, je repartirai plutôt sur un format où je suis debout. J'espère que c'était assez dynamique. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter et TikTok, où je parle beaucoup de Formule 1 là-dessus, donc n'hésitez pas à venir. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir, et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.